j'ai la chance d'accueillir sur cette table qu'on a intitulée Circuler, il y a tout à revoir. En tout cas, il y a beaucoup à faire encore. On a la chance d'accueillir sur cette table Emmanuelle Ledoux, qui est directrice, Emmanuelle, je vous en prie, de l'Institut national de l'économie circulaire. On vous applaudit, mais aussi Jean-Charles Rine, qui est dirigeant, je vous en prie, qui est dirigeant de la société Adam, basée à Sainte-Hélène. Monsieur Marc Pénat, qui est aussi président du groupe Pénat, président directeur général du groupe Pénat, on l'applaudit aussi. Bonjour Jean-Charles. Je vous en prie, mais il représente aussi le cluster Soltena dont on a parlé tout à l'heure et le club des ETI aussi également. Et puis j'appelle aussi pour terminer cette table Yann Bouchery qui est professeur associé chez Kedge Business School et notamment sur les sujets de supply chain durable. Allez, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. On arrive déjà à pas mal tenir ce timing. Je me mets notre petit compteur pour qu'on essaye de tenir tout ça. Est-ce que vous êtes bien assis? Ça va? Vous avez des verres d'eau si vous le souhaitez. Juste après cette conférence, on aura un petit temps de pause et donc nos spectateurs pourront venir aussi vous chercher. Emmanuel, je vais commencer avec vous. Je vais vous laisser aussi en effet un autre micro. Déjà, je vais vous remercier parce que c'est la deuxième fois que vous intervenez sur Uneo Business. Une première fois, c'était à distance dans cette période Covid que j'évoquais tout à l'heure. On avait un peu parlé de la façon dont le sujet finalement de l'économie circulaire pouvait aller questionner, y compris le sujet du sens et des compétences dans l'entreprise. On était peut-être un peu en avance de phase, je pense, sur le sujet. Mais en tout cas, je pense qu'on pourra peut-être y revenir au cours aussi de cette table. Toujours est-il, l'année dernière, on avait un de ceux qui travaillent régulièrement avec vous et avec qui vous avez écrit un ouvrage, exactement, qui est là, parfait, qui s'appelle Pivoter vers une industrie circulaire. Vous le laisserez. Eh ben, je prends, j'ai déjà un peu lu quand même. On va le porter. Et donc c'était avec Grégory Richat, avec qui vous avez écrit ce livre, et Grégory qui avait fait aussi une intervention l'année dernière, qui travaille pour OPO, qu'on connaît bien ici en Nouvelle-Aquitaine, puisque OPO accompagne aussi dans les programmes Usines du Futur. Voilà, mais Grégory qui est spécialiste. Et je me rappelle que Grégory évoquait un chiffre dont vous avez le nom exact en termes de statistiques, je crois bien, qui disait que l'économie circulaire, finalement, c'était 8% du tissu économique qui était d'une certaine manière passé, et que c'était à la fois un potentiel énorme de progression, mais si j'ai bien compris, ce chiffre, il est au contraire peut-être un petit peu en train de se tasser. Alors effectivement, déjà merci infiniment pour cette invitation et bonjour à tous. Alors effectivement, c'est le Circularity Gap Report. J'ai tout donné là. Et c'est un chiffre. Alors, ce qu'on se disait un petit peu, c'est toujours, ça questionne toujours la façon dont on construit un indicateur comme ça. Donc c'est l'indicateur qui donne la part de circularité dans l'économie mondiale. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt la trajectoire. Et effectivement, ça continue de baisser. Donc déjà, quand on évoquait ce chiffre de 8%, on était un peu embêté parce que l'année d'avant, c'était 9,2, je crois, et là, on est à 7,2 sur 2023. Donc en fait, on est plutôt dans une phase de réduction de la part de la circularité dans l'économie mondiale. Après, ça ne préjuge pas de ce qu'on fait nous en France. Mais comme nos destins sont tous un peu liés quand même au niveau de la disponibilité des ressources, ça interroge quand même vraiment, oui. Alors justement en France, du coup vous êtes directrice de l'Institut national de l'économie circulaire. En fait c'est quoi votre métier du coup? C'est quoi votre ambition sur cet institut? C'est j'imagine de faire entrer davantage le sujet et l'économie circulaire, la circularité dans les entreprises notamment. Alors nous, effectivement, on est une association loi 1901 très classique et on rassemble des entreprises, des collectivités, des écoles, des académiques et des associations qui ont tous cette ambition, alors à différents niveaux et dans différents secteurs de l'entreprise, de faire avancer la prise en compte des ressources dans les stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et alors ça s'est constitué au démarrage, et c'est là d'ailleurs on voit que le sujet évolue beaucoup avec les directeurs du développement durable, vice-président environnement, enfin voilà, de façon assez classique sur ces questions-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit vraiment ces sujets évoluer, y compris au niveau des organisations. Alors, c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que bon, si on se faisait la réflexion il y a pas très longtemps, quand on faisait des réunions avec les directeurs du développement durable, on sortait de la réunion en se disant que nous on avait tout compris et que les autres étaient un peu à la masse de voir qu'il n'y avait pas un sujet. C'était stimulant, mais enfin pas très utile. Parce que bon, alors, je sais
probablement pas dans vos organisations à tous, mais enfin, on était dans des cadres où le directeur du développement durable était rarement le chef du directeur financier ou du directeur de la stratégie. Là, ce qu'on voit sur cette question de ressources et de transition vers la circularité, c'est que finalement, ça a pas mal bougé au sein des organisations. Alors pour mémoire, l'économie circulaire, c'est le contraire de l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est j'extrais, je produis, je consomme, je jette. L'économie circulaire, c'est j'extrais toujours mais le moins possible, je produis moins, je consomme moins là aussi, et surtout je fais durer la matière le plus possible en réparant, en reconditionnant, et à la fin, le cas échéant, quand il n'y a plus que ça à faire, en recyclant, mais enfin, ce qui est toujours mieux que jeter. Ce qui veut dire qu'au lieu de se concentrer essentiellement sur le cœur, par exemple, de l'usine, ça veut dire aussi qu'on doit considérer davantage son amont et son aval. Exactement. Et donc c'est ça qui nous a amené, pour revenir effectivement, merci de me ramener plus à la question, ce qui nous a amené à travailler là-dessus avec Grégory Richard, c'est de se dire que quand on évoquait ces questions d'industrie et de ressources jusqu'alors, il y avait une propension à se concentrer exclusivement sur les dynamiques de cœur d'usine. Et finalement, on a plutôt pas mal réussi. Enfin, on a parlé d'industrie du futur, enfin, l'ensemble des plans, industrie 4.0, enfin, ça a plutôt été pas mal fait. Ce qui fait que maintenant, l'empreinte environnementale du cœur d'usine, c'est finalement assez peu significatif dans l'empreinte globale, on va dire entre 5 et 10% en moyenne. Par contre, sur l'amont et l'aval, là, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et ça nécessite d'activer énormément de champs et énormément de transformations, beaucoup d'investissements aussi. Donc voilà, et c'est effectivement là-dessus qu'on travaille, de regarder comment on peut réussir à bouger en même temps l'ensemble des champs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une entreprise motivée pour que ça marche. Il faut que l'investissement suive. Il faut que l'investissement suive sur des modèles économiques très en avance de phase, qui n'existent pas encore. Il faut un cadre territorial qui soit possible. Donc en fait, on se retrouve à devoir activer des chaînes de valeur entières, avec en plus, et ça c'est un petit peu la particularité sur les questions d'économie circulaire, c'est que finalement, on ne sait pas exactement ni où on est, ni où on va. Nous, on a eu l'occasion de travailler aussi sur le lien entre décarbonation et économie circulaire, en disant, super, on décarbone, est-ce qu'on a les ressources pour le faire? On s'est rendu compte qu'en fait, personne n'en sait rien. Enfin, nous, on a un peu essayé de reprendre les chiffres publics. On se retrouve avec des trucs en fait un peu lunaires. C'est-à-dire on dit regardez, on électrifie, vous allez voir, ça va être super. On va au niveau CO2, ça va être bien. Pour électrifier tout le parc automobile, juste le parc automobile, il faut 8,2% de la production mondiale de cobalt. On a beau être sympa, surtout vous, là, vous avez apporté le vin au monde, mais enfin, malgré tout, on ne va pas nous donner cette proportion-là du cobalt. Et en plus, c'est juste pour l'automobile. Autant dire que le cobalt, on en va besoin dans d'autres sujets. Ouais. Donc il y a vraiment un besoin de connaissances amont et aval pour être en capacité de traiter ça. Et c'est vrai qu'on a encore, finalement, on navigue complètement à vue sur ces questions-là. C'est de toute façon, en effet, l'enjeu aussi pour nous de cette journée, de pouvoir traiter une diversité de sujets, parce qu'on sait bien que le sujet de la transition environnementale, notamment des entreprises, passe par un paquet d'aspects, mais pour accompagner justement l'abaissement de l'empreinte, ça veut dire aussi en effet qu'il faut qu'il y ait des filières qui se structurent là-dessus. Du coup, ça me permet de passer la parole aussi à Marc Pénat. Marc Pénat, vous êtes connu en Nouvelle-Aquitaine, notamment justement sur le traitement, le recyclage des déchets. Donc vous êtes très bien placé depuis des années pour comprendre l'évolution de ça et la façon dont finalement votre filière ou les acteurs qui sont les fournisseurs de solutions justement dans ce domaine-là peuvent aider les entreprises et les territoires finalement à abaisser leur empreinte. Oui, effectivement, le recyclage, comme vous le disiez très justement, le recyclage doit arriver en dernier dans l'utilisation de biens de consommation et ça nous permet d'extraire les matières premières qui constituent nos biens de consommation pour les réinjecter dans l'industrie. Donc ça, c'est un passage quasiment obligé pour la fin de vie ultime de tous les biens de consommation. Notre action, elle est connue, elle est mécanique principalement, et on peut produire localement des matières premières qui sortent de nos biens de consommation. Mais derrière, pour que l'économie, la boucle de l'économie circulaire se ferme complètement, il est indispensable d'avoir des industries aussi qui vont les consommer. Alors, le cobalt, vous preniez l'exemple du cobalt. Le cobalt, il est recyclé depuis de nombreuses années parce qu'il a une valeur interne. Le kilo de cobalt, je ne sais pas, ça vaut 300, 500 euros du kilo. Et ça, c'est recyclé parce que ça apporte de la valeur et que la valeur intrinsèque de la matière première
permet de financer son extraction et son recyclage. Mais il y a plein d'autres produits sur lesquels ça n'est pas le cas. Et donc on touche, lorsqu'on veut rendre l'économie plus circulaire, on touche un nombre de domaines très importants qui vont à la fois des outils comme mon entreprise qui permet de transformer et d'extraire les matières premières pour les rendre utilisables, mais il faut aussi les industries qui vont les consommer et fabriquer pour que tout ça soit circulaire. Et c'est vrai que tout ça, ça interfère entre les fabricants de matières premières, les fabricants de biens de consommation, les entreprises de recyclage, et tout ça doit être au même niveau, en fait, pour que ce soit homogène et qu'on puisse considérer et construire une société durable. Et donc ça veut dire que finalement, vous avez besoin aussi d'une certaine manière qu'il y ait de la demande, qu'il y ait une forte demande en tout cas de votre côté. Oui, il est important que la demande soit locale, évidemment, parce qu'aujourd'hui, si on regarde nos biens de consommation, nous, dans mon entreprise, on traite pas mal de déchets électriques et électroniques. Les petits appareils ménagers, ils sont fabriqués en Chine. Les machines à laver, elles sont fabriquées en Tunisie, en Afrique du Nord. Et c'est à ces endroits-là où on va fabriquer ces biens de consommation que l'on a besoin des matières premières. Donc il faudrait que tout soit localisé ici. Alors on en parlait pendant la préparation, de l'importance justement des écosystèmes territoriaux. C'est quelque chose aussi que vous essayez de faire, je pense, à travers l'action de Soltena en région Nouvelle-Aquitaine, qui est un cluster qui représente les acteurs des fournisseurs de solutions et qui aussi s'occupe d'une plateforme qui s'appelle Recita. Si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi cette occasion-là de pouvoir renforcer cette cartographie de compétences. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la région, on a la chance d'avoir la région Aquitaine qui est très motrice sur ce sujet. Le fait d'avoir fait ce qui est Soltena aujourd'hui, regroupe en fait toutes les entreprises qui sont dans ce domaine-là, périphérique de l'économie circulaire, du respect de l'environnement, et qui vont produire des nouveaux biens de consommation. Je pense à de la laine isolante qui n'est pas de la laine de roche, mais fait à partir de cellulose recyclée. Nous y sommes pour assurer le recyclage. Bon, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ces domaines-là. Et le fait qu'on se regroupe au sein de Soltena, donc ce cluster, permet de se connaître et puis de faire des offres qui nous permettent de cheminer vers l'économie circulaire et plus respectueuse de l'environnement. Mais c'est un long chemin hein, parce qu'il y a des fondamentaux qui construisent notre société dans laquelle on vit aujourd'hui qu'il faut remettre en cause. Et la grosse difficulté, je crois, de la mise en place de l'économie circulaire, c'est de redistribuer les cartes de l'économie. Parce que, évidemment, ceux qui tiennent les marchés aujourd'hui, si je prends la laine de roche ou la laine de verre aujourd'hui, ne voient pas forcément d'un bon œil arriver une nouvelle entreprise, start-up de l'environnement, qui va venir remplacer son produit. De la même manière pour le pétrole, on ne peut pas dire que ceux qui vendent du pétrole, ils ont envie de voir se développer l'hydrogène. Et donc cette redistribution des cartes de l'économie, je pense que c'est là le plus gros écueil que l'on a pour aller faire cheminer notre société vers plus de durabilité. Jean-Charles Rine, je vous propose de rebondir justement sur les propos de Marc Pénard, mais du point de vue d'une PMI, depuis Sainte-Hélène, sur votre métier, vous qui est le métier de la caisserie bois, vous travaillez dans le domaine, avec une matière première qui est le bois dans le monde du vin. Vous l'approche justement sur cette notion de circularité. Vous rejoignez les propos de Marc ? Alors je rejoins toujours les propos de Marc. Merci déjà à l'agence de m'avoir invité, je suis très honoré, sous les sunlight. C'est pas facile de vous voir parce qu'on est bien... Voilà. Puis je sors des bois en fin de matinée et je me retrouve au milieu de pins maritimes. Bon, j'espère qu'ils vont pas passer leur vie là parce que sinon... Il n'y a pas de cèpe au bord de l'écran. Hein. Voilà, donc effectivement, nous on est une PMI du secteur manufacturier, d'une industrie traditionnelle qui est celle du bois. Alors en plus on est des vieux monsieur ou des vieilles dames puisqu'on existe depuis 1880. Et j'allais dire le fondement de l'entreprise, il était à l'époque sur ce qu'on essaye de réinventer, hein, avec une terminologie peut-être plus adaptée ou plus sympathique. Donc ces fameux circuits courts, nous on était ancrés à Bordeaux parce qu'il y avait un port de commerce important qui nécessitait des emballages ou des contenants pour transporter à travers les mers un certain nombre de produits et qui avait une ressource émergente qui était le pain maritime de la forêt des Landes de Gascogne implanté par Napoléon III. Donc je ne pense pas que l'objectif de Napoléon III c'était de faire l'emballage en bois, c'était plutôt d'assainir le marais landais.
Mais en fait, il y a effectivement un vrai circuit court qui a été créé, qui a été, et là je rejoins aussi les propos de Marc, je pense qu'il faut... l'économie circulaire, c'est une terminologie en PMI qui est complexe. Et ce sujet est complexe, hein, Emmanuel l'a bien écrit. Donc c'est difficile, je pense, pour des entreprises comme les nôtres d'appréhender la totalité du sujet. Par contre, se dire, comme je rebondis sur ce que disait Marc, justement, que c'est quand même mieux, probablement, de sourcer et d'opérer localement, et de prendre conscience qu'il y a des enjeux territoriaux et sociaux qui sont associés à ça, c'est déjà plus facile. En tout cas pour nous, puisqu'on a toujours cette ressource, et puis on a toujours un business, j'allais dire, qui est local, qui est celui des vins de Bordeaux, qui est attaché. Alors quand je dis je le dis à chaque fois que j'interviens, mais qu'on a détruit pour des mauvaises raisons, hein, qui sont des raisons de profitabilité à court terme ou de maximisation du compte de résultats, on a détruit ce circuit court ici, voilà, mais c'est toujours prenable aujourd'hui et tout de suite, puisque 90% de la matière première qui est utilisée pour la fabrication d'environ 10 millions de caisses à vin, dont 9 à Bordeaux, elle ne vient pas du massif européen cultivé le plus important, les Landes de Gascogne, mais ça vient en gros du fin fond de la Galice ou du nord du Portugal, voire d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Personne ne le sait. Donc j'allais dire, si on avait des enjeux de traçabilité visible, au moins le consommateur final pourrait peut-être s'emparer aussi d'un certain nombre de sujets. Je pense que le phénomène sociétal qui pousse à faire accélérer un certain nombre d'acteurs, il ne faut pas se leurrer non plus, il y a des enjeux de communication qui sont derrière tout ça, ils doivent être effectivement poussés, en tout cas médiatiquement, pour aider certaines chaînes de valeur à relocaliser aujourd'hui, je ne dis pas demain, aujourd'hui, des opérations qui peuvent l'être. Ce n'est pas le cas pour tout, en tout cas pour ce qu'on connaît, c'est faisable et c'est ce qu'on essaye d'opérer. Ça permet de faire un écho avec la notion aussi d'accompagnement, c'est-à-dire que vous, dans ce que vous décrivez, Jean-Charles, sur l'histoire de votre entreprise, on sent qu'il y a nativement une envie, une posture, un état d'esprit qui fait que vous voyez la logique du circuit court à la fois sur l'économie circulaire, sur la gouvernance de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres déterminants qui vous ont permis, par de l'accompagnement, par je sais pas, des rencontres, des lectures, qui font qu'à un moment donné vous vous engagez là-dessus? Parce qu'en effet, le sujet est complexe, vous l'avez dit, il faut des possibilités sur le territoire. Donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné, c'est aussi un choix de modèle et un certain nombre de convictions quand même qui vous ont emmené vers ça. Oui, je pense que c'est des parcours, forcément, des expériences qu'on vit dans le temps. Donc nous, on a connu ce qu'ont connu beaucoup de PMI industriels ou de TI ou de plus grosses entreprises, qui sont appelées la globalisation des échanges. Donc on a été confrontés, nous, à partir des années 2000, à une concurrence, alors du coup, qui n'a plus rien à voir avec la caisse à vin, mais il y a aussi du packaging pour l'industrie du luxe, qui est un marché relativement important, en tout cas pour nous. Et ce marché-là, il a été délocalisé à 99%, on va dire, à partir des années 2000, notamment sur l'Asie. Donc j'allais dire, nous, on n'a pas été plus vertueux que les autres. Il fallait qu'on paye le banquier pour rembourser la dette d'acquisition qu'on avait opérée en 96. Donc on a été monter un bureau d'achat à Hong Kong et on a sourcé en Asie. On a monté un atelier en Roumanie avec un jeune ingé français à la frontière de la Moldavie et de l'Ukraine, dans des pays qui ne sont pas toujours faciles. Et donc on a vu ce que c'était. De près, on l'a touché. On a vu à qui profitait le crime quand même, parce que c'est une forme de crime qui s'est opérée. Donc à partir de 2009, on a dit, nous, on va sortir complètement de ce truc-là. On va éliminer les marchés qui pourraient être touchés par ça. Donc c'était une forme de prise de risque. 2009-2010, les choses commençaient à évoluer, notamment dans la prise de conscience des grands donneurs d'ordre. Nous, on travaille aussi pour des gens importants et prestigieux, Pernod Ricard, LVMH et autres. Je crois qu'il y a une représentante de chez NC tout à l'heure. Donc les choses ont commencé à bouger lentement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets-là. Mais si on parle par exemple d'un sujet aussi qui est très simple, que chacun peut appréhender, je l'évoquais tout à l'heure, qui est la question de la traçabilité des matières employées, aujourd'hui, je pense qu'on est très faible globalement sur ce sujet-là. Et l'inquisition qui peut être faite, ou les demandes de documentation attachée à la traçabilité et l'origine des matières premières, c'est encore un sujet qui est très très peu abordé, en tout cas dans notre secteur. Alors vous faites bien de le préciser, parce que j'ai été hier au téléphone avec Amandine Loeb de la REC, une agence de la région justement aussi qui a mis en place des observatoires pour mesurer aussi, y compris d'ailleurs les déchets issus de notre entreprise, et on en parlait, qu'il y a une progression importante à faire là-dessus aussi sur cette quantification finalement du potentiel de déchets. Donc il ne pouvait pas être là, mais on s'en reparlera.
Et dans nos discussions, au-delà du fait de dire il faut qu'on améliore cette quantification et le fait d'être moins aveugle, on le disait tout à l'heure sur les smart grids, mais c'est la même chose aussi là sur les volumes, on parlait quand même aussi du fait qu'à un moment donné, il y a une question de changer malgré tout en effet de modèle. Elle reprenait l'adage de passer d'un modèle d'une économie plutôt du cosmonaute que d'une économie du cow-boy, pour reprendre quelques-uns de ces termes, elle m'en voudra pas. Mais il y a ça quand même aussi derrière. Ce qu'on est en train de dire sur l'économie circulaire, c'est en effet un modèle malgré tout qu'on peut souhaiter en lien avec un grand changement de mode de consommation, y compris du grand public. Qui voulait réagir ? Emmanuel, peut-être ? Oui, effectivement, c'est Boulder, hein, le Voilà, cosmonaute et le cow-boy. L'analogie était plutôt pas mal. Nous, alors, on a trouvé notre analogie à nous. En fait, c'est vrai qu'il y a une vraie complexité, c'est de se dire que finalement, on passe d'une économie invisible à une économie visible. Si on prend, là, on parlait transition énergétique jusqu'avant, fondamentalement, tout le monde est d'accord qu'il faut sortir du fossile, en tout cas de cette dépendance fossile. Après, le fossile, c'est du gaz, du pétrole qui arrive dans des gros tuyaux. On n'est pas très embêté quotidiennement. Alors que quand on commence à nous mettre des éoliennes, des méthaniseurs, des panneaux photovoltaïques ou de l'énergie nucléaire au bout de notre jardin, forcément c'est une chouille plus dérangeant. Et la transition de l'économie linéaire vers l'économie circulaire, de la production linéaire vers la production circulaire, c'est ça aussi. Là, actuellement, comment on fait ? On extrait plutôt loin, on produit loin aussi. On consomme tranquillement et on fait repartir nos déchets en cargo vers l'Inde. Je schématise un petit peu. Évidemment, heureusement, on ne fait pas que ça. Ce qu'on est en train de souhaiter là, comme transformation de modèle, parce qu'une fois que relocalisation, réindustrialisation, quand on demande, tout le monde saute sur sa chaise comme un camri, enfin là pour paraphraser De Gaulle, en disant évidemment c'est génial. Sauf que là, en fait, on passe à une économie qui est visible. On va devoir extraire, ou en tout cas trouver de la matière, soit plus à côté de chez nous, ou plus cher, ou en tout cas la traiter pas loin. Produire, rebelote à côté de chez nous. Et j'y reviens, réindustrialisation, ça veut dire usine. Une usine, c'est moins joli qu'un jardin, même les jolies usines. Malgré tout, on va quand même devoir consommer moins. Et derrière, rebelote, il va falloir traiter, réparer, reconditionner, créer des nouveaux marchés. Des marchés qui pour l'instant ne sont pas très viables. On voit, on est en plein paradoxe. En même temps qu'on crée, vraiment il y a un appel d'air sur le textile, on travaille sur les questions de durabilité, affichage environnemental, le bonus réparation, et pendant que tout ça est en train de se faire, on a réussi à créer en même temps l'ultra fast fashion. Donc là, on voit bien que pour réussir, même avec plein de bonne volonté et 3 couturiers un peu au taquet, pour aller refaire les doublures de nos manteaux, à compenser ce qui est en train de se passer, qui est encore une augmentation exponentielle de ce qui est en train de nous tomber dessus en termes de volume textile, on voit qu'on est sur des transformations pas simples. Et c'est là où on est vraiment à ce moment, mais c'est pour les industriels, c'est pour les pouvoirs publics, c'est pour les consommateurs, où il va falloir qu'on veuille vraiment ce qu'on demande. Et ce qu'on demande, potentiellement, c'est un peu sale, c'est un peu poussiéreux en construction. Si on veut faire de la déconstruction, reconstruction, évidemment que c'est bien. On protège les matériaux, on évite de creuser plus, on est moins dépendant des imports. On les a vus, les chantiers à l'arrêt pendant le confinement. Mais enfin, là, si on fait dans Bordeaux ou ailleurs une opération de déconstruction, reconstruction, qu'on récupère les toilettes, les radiateurs, etc., ça veut dire un gros tas de gravats au milieu de la ville, des types qui pilonnent, et puis à côté, on a des tas de toilettes, d'éviers, etc. Enfin, ça, il faut vraiment qu'on soit dans ces transformations, qu'on l'accepte, qu'on voit que c'est malgré tout à fait souhaitable, et que ça permet d'être sur une vision court terme, justement sortir de cette vision court terme, où on est en train de régler les urgences les unes après les autres, je sais pas, pensons à l'eau. Vous l'avez lu, le plan eau, tout ce qu'il y a dans le plan eau, on n'invente rien. Il y a 10 ans, on savait déjà faire tout ce qui était écrit là. Mais il a fallu vraiment attendre d'être au taquet, de ne plus avoir le choix en disant, bon allez, là, il va peut-être falloir faire un petit quelque chose avant que ça soit la guerre. Là, il va falloir vraiment l'anticiper. Alors bon, après, ça fait un peu, je sais qu'à la fin de mes interviews, il y a toujours un peu cette idée, on va ouvrir le gaz et mettre Wagner, mais c'est pas ça. Là, c'est justement, on a encore le temps sur pas mal de domaines de se dire, on peut anticiper, on peut travailler sur la création de nos modèles, on peut collaborer là-dessus et on peut intervenir sur l'ensemble des champs. On peut travailler sur la décarbonation en même temps qu'on travaille sur la biodiversité, sur la maîtrise des ressources. Et si on n'est pas en capacité de faire ça, nos modèles de toute façon vont tomber parce que d'une façon ou d'une autre, va falloir vivre dans les limites planétaires. Et juste pour finir là-dessus, il va vraiment falloir le regarder ressource par ressource parce que sinon on pourra avoir construit plein de super usines, les gigafactories pour construire des batteries. Si on n'a pas d'eau, si on n'a pas les ressources pour faire tourner, si on n'a pas tout ça,
de toute façon, ça ne marchera pas. Donc on est vraiment à un moment qui, pour moi, est très central, où il faut s'appuyer sur les acteurs qui, finalement, ont déjà fait les chemins de transformation et voir comment on arrive à passer à l'échelle, encore une fois, avec une vision très claire. Marc voulait réagir, puis après je reviendrai sur les chemins de transformation. Deux choses, oui, effectivement, pour rebondir, on a vu, par exemple, on va faire des méga factories dans le nord de la France, on en fait 3 ou 4, vraiment qui vont produire des batteries, des accumulateurs au lithium, mais il manque le lithium, donc du lithium, il y en a plein en France, il y a plein d'endroits où il y a des endroits où on pourrait extraire du lithium, et il y avait un projet de mine de lithium dans le sud Finistère, où il y a une grosse réserve de lithium, mais elle ne va jamais pouvoir se faire parce qu'il y a une opposition générale. Et c'est vrai que l'implantation de l'industrie en France, c'est vraiment compliqué. La vie n'est pas facile pour les industriels parce que tout le monde est contre l'industrie, comme vous le disiez très bien. Et une autre chose que je voulais aborder, c'est aussi, il faut imaginer, lorsque j'ai fait mes premiers contrats avec les éco-organismes pour traiter des 3E, les déchets électriques et électroniques, il faut imaginer ce que c'est que 30 mètres cubes de grille-pain, d'aspirateur et de sèche-cheveux qui vous tombent dessus. Et bon, c'est vraiment une image assez hallucinante de la consommation et de tout ce que aujourd'hui nous jetons comme bien électrique, comme appareil électrique. Et je pense que l'évolution dont vous parliez aussi, elle doit se faire aussi à travers cette manière de se réaliser dans notre société. Aujourd'hui, on est heureux lorsqu'on peut consommer et quand on a de l'argent pour pouvoir consommer autant qu'on veut. Et en fait, la consommation est vraiment une manière de se réaliser et de se sentir exister. Et je pense que ça, c'est du domaine plutôt philosophique ou social. Et c'est une évolution qu'il va falloir que l'on fasse aussi pour pouvoir arriver à une économie plus raisonnable. Tout à fait, réussir à faire une circularité heureuse, on en parlait pendant le temps de préparation, et notamment avec Yann. Donc, à la fois, on peut la souhaiter, cette circularité heureuse, et en effet, ces changements de modèle, et en même temps, on a le quotidien, vous le disiez aussi vous-même, le quotidien des entreprises, où, y compris dans une PME, pour faire rentrer de la circularité, c'est peut-être pas aussi simple que si on le faisait dans un groupe, dans une ETI, qui a peut-être davantage la possibilité de tester, d'expérimenter. Donc vous rentrez aussi par une approche qui est sur la supply chain durable, donc ça mérite qu'on le reprécise, et puis de voir en quoi ça peut être justement un objet concret aussi, qui permet à des chefs d'entreprise qui sont certainement comme nous convaincus, mais de pouvoir rentrer aussi concrètement dans ces sujets. Merci beaucoup pour l'invitation et puis bonjour à toutes et à tous. Alors la circularité heureuse, j'y crois réellement, je le vis tous les jours dans mon travail d'enseignant-chercheur, donc ça c'est quand même déjà une première base. Et puis je peux noter que notamment en France, malgré ces chiffres mondiaux sur le taux de circularité qui ne semble pas aller nécessairement dans le bon sens, en France, en région Nouvelle-Aquitaine, on voit que ça fourmille d'idées, de nouveaux business, de nouvelles entreprises qui se lancent dans des nouveaux modèles de circularité, que ce soit via le réemploi de contenants, que ce soit via des modèles de seconde main, que ce soit via des modèles où on n'achète plus les produits, mais on les loue, ou alors on passe d'une logique de consommation à une logique d'investissement, comme vous le disiez. Je pense que derrière l'idée de circularité, ça ne veut pas dire profiter moins. Ça veut dire consommer moins de ressources et générer moins de déchets. Mais derrière, ça ne veut pas dire que l'utilité qu'on crée, là je prends le terme économique d'utilité, mais ça ne veut pas dire qu'on va dans une logique où on réduit l'utilité. Et ça, c'est le message le plus important à faire passer. Comment on le fait en pratique? Là, il y a des enjeux qui sont vraiment importants. Pourquoi? Parce que la circularité, on peut taper sur énormément de stratégies différentes et ces stratégies, elles dépendent vraiment d'un secteur, d'une industrie à une autre. Ce ne sera pas du tout les mêmes stratégies qui seront pertinentes d'un secteur, d'une industrie à une autre. Parfois, ce sera de la réduction, parfois, ce sera du réemploi, parfois, ce sera du recyclage, mais souvent, ce sera un mix de toutes ces stratégies-ci. Alors, un point qui est vraiment essentiel pour chacune et chacun d'entre nous de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution, une recette magique où on peut l'appliquer bêtement dans toutes les situations et ça marchera. Donc ça, c'est le premier point. Désolé si vous le pensiez, je dois casser un peu cette utopie. D'un autre côté, moi, ce que je peux voir, c'est que de nos jours, et notamment pas uniquement du fait des contraintes, de la réglementation, de la réduction de l'accès aux ressources, mais aussi via toutes ces incitations positives, et notamment avec les images et le point de vue du consommateur, on arrive à faire de la circularité qui soit à la fois environnementalement
intéressante, mais qui soit aussi économiquement pérenne. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas facile, et pour ça, il faut pouvoir avoir les bons outils, les bonnes méthodes. Et à Kedge et dans l'enseignement supérieur et la recherche de façon générique, on y travaille au quotidien, essayer de développer ces outils, ces méthodes. Et après, notre objectif, c'est aussi d'aller accompagner le territoire, accompagner les entreprises pour que ça fonctionne. Alors, de façon concrète, c'est plus facile, et ça c'est ce que je disais, c'est plus facile pour un grand groupe d'aller régler les choses en affinant sur un mode essai-erreur. On lance un pilote, ça marche pas très très bien, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, on se dit que derrière il y avait quand même une bonne idée, donc on va aller affiner, on apprend, et au fur et à mesure on va arriver à trouver le bon modèle à un instant T pour une industrie donnée. Ça, pour une ETI, pour une PME, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que cette logique d'essai-erreur, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce à quoi on travaille avec mes collègues, c'est essayer de faire en sorte que le premier test, le premier pilote, il soit déjà assez affiné, assez ajusté pour être pas si loin d'un résultat qui soit déjà intéressant. Et donc, bon, c'est un challenge au quotidien, mais vraiment, ça fait partie des choses qu'on aime développer et avec lesquelles on travaille fortement avec de nombreuses entreprises de toute taille. Ok, et ça commence aussi tout simplement avec un bilan carbone et une ACV, avec un bilan carbone un peu poussé peut-être en termes de scope. Alors, la partie décarbonation, économie circulaire, et donc vous en parliez aussi, il faut faire attention que les enjeux sont différents. La logique de l'économie circulaire, c'est pas uniquement une logique de décarbonation. Moi, ce que je mets toujours en avant, c'est que les deux principaux indicateurs pour penser l'économie circulaire, c'est la consommation de matières premières et la génération de déchets. D'accord ? Après, au niveau de la décarbonation, souvent, ça va de pair. Je dis souvent, ça va de pair. Vous savez, c'est la rigueur scientifique qui dit il suffit qu'il y ait un contre-exemple pour qu'on ne puisse pas généraliser. Pourquoi ? Parce que on doit, dans le cas de l'économie circulaire, on va avoir beaucoup plus de flux à gérer. Et c'est là où, ça c'est le cœur de mon expertise. Je suis professeur de gestion des opérations, je suis expert en supply chain durable depuis 15 ans. Et qu'est-ce que je dis à toutes les nouvelles générations de futurs décideurs, d'étudiants que je forme à Kedge, c'est que la circularité, il y a énormément de potentiel de nos jours dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, mais ça va demander une nouvelle expertise encore plus poussée, c'est une expertise pour la gestion et le pilotage des flux. C'est de l'expertise supply chain. Pourquoi ? Parce que dans un monde linéaire, déjà la supply chain, c'est déjà assez compliqué à gérer. Dans un monde circulaire, vu qu'on a des boucles de rétroaction, il va falloir réussir à pousser ces logiques et on a besoin d'outils et de méthodes beaucoup plus poussées et pour ça, il faut de la formation. Il faut de la formation initiale, mais il faut aussi de la formation continue, parce que toutes les entreprises ont besoin de monter en compétences et d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes aujourd'hui. Après, il faut dire aussi qu'il y a des dispositifs qui existent. Je pense à l'ensemble des partenaires d'ailleurs qui sont présents ici sur Neo Business, où ils vont proposer des systèmes de diagnostic, des appuis au conseil, qui vont permettre aussi de rentrer là-dedans. Il faut évidemment les voir pour en parler et réussir à mobiliser ça. Il y a peut-être un autre aspect qu'on n'évoque pas encore forcément, mais je reviendrai vers Jean-Charles Rine. C'est aussi c'est au-delà de cette dimension, j'allais dire, technique, de flux et de collaboration, où Jean-Charles, vous allez aussi presque, et on en reparlera peut-être demain, sur le fait de se dire, mais finalement, nous, investir et presque intégrer une partie de la chaîne de valeur de ce circuit court, c'est une partie intégrante de cette logique de l'économie circulaire en termes de modèle et de valeur, quoi. Oui, alors avant je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Vous voulez que je fasse de l'ombre un peu avec le... voilà, je me mets juste là, puis ça vous fait le temps sur le spot. Non, là, je le laisse, c'est bon. Juste sur la question de la supply ou de la logistique, nous, on a un projet, justement, on essaye d'expérimenter quand même, et je pense que c'est aussi possible pour des petites entreprises d'expérimenter. Et on expérimente avec des gens qui, à mon avis, sur ces champs-là, ont des idées qui ne sont pas celles que nous, on peut avoir dans notre modèle un peu classique. Donc, c'est plutôt des gens qui sont dans l'ESS. Je crois que Marc travaille avec BC Compost, par exemple, qui est bien connu ici, donc qui ont mis en place quand même une filière intéressante de recyclage. Nous, on bosse avec 4 collectifs que sont La Planche, Woodstock, l'Atelier d'éco-solidaire et Cancan. Cancan, c'est des architectes qui font du durable ou du cradle to cradle, justement pour essayer de réfléchir sur comment on arrive à monter une filière de réemploi. Nous, on a plein dans l'industrie du bois ou dans la construction, il y a plein de coproduits. Et en face de ça, on a plein de demandes, alors qui sont ceux des citoyens en fait, qui ont besoin de bois pour faire tout un tas de trucs, mais l'intermédiation ne se fait pas. Et les gens de l'ESS font un peu ce travail-là,
ont plein d'idées sur le sujet. C'est des gens qui ont une qualité énorme. Et ce qui nous, alors on est en train de mener une étude, alors pas avec Edge, mais avec l'ESB et la filière foresterie de Bordeaux Sciences Agro. Mais on voit bien que le maillon, au-delà de recensement des besoins et des moyens, c'est la question de la supply chain et comment on va arriver à mettre en œuvre ça. Donc moi, je vais vous solliciter pour que vous veniez intervenir sur le sujet. Mais on est en novembre, c'est l'occasion de parler aussi de l'ESS, même s'il faut en parler toute l'année, on est d'accord. En tout cas, je pense qu'il y a plein d'idées aujourd'hui quand même qui sont, et c'est une bonne nouvelle, qui sont en train d'émerger autour de ça. L'intégration de la chaîne de valeur, nous on était totalement intégrés au début du XXe siècle, on s'est un peu désintégré au fil et à mesure du temps. Donc nous, ce qui nous manque, c'est le maillon première transformation, on va dire. Ce sujet, j'allais dire, de la maîtrise de notre chaîne de valeur dans une logique de sécurisation de nos approvisionnements. On voit bien que nous, on est petits, donc on a des conflits d'usage qui existent déjà depuis 20 ou 30 ans, avec de plus gros industriels qui ne sont pas forcément des locaux non plus. Donc il y a une puissance de feu qui n'est pas la nôtre. Il y a aussi des conflits d'usage avec d'autres matériaux. Mais dans notre filière, ça existe depuis longtemps. Donc ça fait très longtemps qu'on réfléchit à ça. Et aujourd'hui, effectivement, on n'est pas dans des logiques, nous, de croissance externe. On n'est pas dans des logiques de croissance ou de surconsommation du tout. Donc c'est pour ça que j'aime bien le discours de Marc. On est dans des logiques de sécurisation de nos enjeux de chaîne de valeur. Donc nous, on s'est associés tout simplement avec 2 opérateurs, un qui est au Pays Basque espagnol et un dernièrement qui s'appelle Gaspin, qui est en Lot-et-Garonne, qui travaille un panneau technique en pain maritime. Et l'idée, c'est de l'aider à réinvestir sur son outil de première transformation, donc d'aller en forêt pour extraire un peu de matière le moins possible, mais il en faut quand même un tout petit peu, et sécuriser cette chaîne-là. C'est des relations, la question des achats durables est pas mal évoquée pendant ces 2 jours, donc c'est des relations de confiance où la place de l'humain est évidemment centrale, ça tout le monde le dit, mais notamment dans nos industries, si on ne connaît pas les gens, c'est un petit peu compliqué. Les enjeux patrimoniaux aussi sont forts. Mais quand on a dépassé ça, on crée vraiment de la valeur dans la relation. Et la valeur, elle est vraiment bipartite. Et elle est au service aussi de l'ensemble de nos parties prenantes, ce qui est aussi intéressant. Merci Jean-Charles. Oui, Yann, vous vouliez réagir sur ce sujet ? Très très rapidement, en une phrase, selon moi, la circularité, c'est un des meilleurs leviers de sécurisation de ces approvisionnements. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est aussi une façon de penser la circularité en termes d'achat durable. Donc une économie circulaire et de la coopération. Ça me permet de faire des points aussi avec des gens qu'il ne faut pas que vous ratiez d'ADI dans la journée de demain. Sur l'ESS, c'est très important, Jean-Charles, en effet, vous évoquez, parce que les acteurs de l'ESS ont en effet des modèles qui sont très très inspirants sur ce sujet. Et là, je pense à ma collègue Eben Ames, qui doit être là dans la salle, pas hésiter. Mais aussi à nos collègues qui travaillent avec la région et l'ADEME sur les problématiques d'EFC, d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui peuvent être aussi des points d'entrée, y compris pour questionner ces sujets de circularité. Peut-être un dernier point pour que Emmanuel et Marc réagissent, peut-être aussi sur un sujet de réglementation, où finalement aussi la réglementation, l'émergence des REP fait aussi qu'à un moment donné, ça s'impose de toute façon aussi aux filières. Alors oui, c'est vrai qu'on a là avec la loi AGEC, on a doublé le nombre de REP et on voit des filières qui émergent. Mais par exemple, on évoquait les questions de réparation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quelle que soit la façon dont on rentre, et même quand il y a des REP qui sont actives, on va devoir transformer des chaînes de valeur de façon beaucoup plus importante. Et prenons l'exemple, moi je trouve que la réparation, pour ça, il parle bien. On a créé un indice de réparabilité. Moi je suis ravie, mon lave-linge est désormais réparable. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il soit réparé quand il est cassé. Pour ça, il faut des réparateurs. Des réparateurs électroménagers, il n'y en a plus en France, où ils sont tous plus ou moins à la retraite. On se dit, c'est pas grave, on va remettre des réparateurs. Formons-les déjà. Et puis maintenant, installons-les. Alors, si on veut les installer et que ça ait du sens, il faut qu'ils ne soient pas trop loin de mon lave-linge cassé. Alors, je crois que vous avez des sujets un petit peu immobiliers, mais enfin, en tout cas, là, moi, d'où je viens, à savoir le centre de Paris, avant que le modèle économique du réparateur en centre-ville, avec le prix du foncier, ça tienne, c'est un petit peu compliqué. Donc, on sait qu'on va être sur des modèles subventionnés. Ou alors on travaille avec des logiques de supply chain, des entrepôts, logistique, reverse logistique, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que derrière un indice de réparabilité, pour aller de la réparabilité à la réparation, quand bien même on a des éco-organismes qui sont actifs et qui fonctionnent plutôt pas mal, il faut mettre en place l'ensemble du champ. Et pour ça, comme ça il y a quand même un petit lien avec ta question, pour ça il faut une réglementation qui intervienne. On voit qu'il y a de la place
des pouvoirs publics qui est essentiel, au niveau territorial pour le soutien des modèles économiques, pour la formation, pour l'adaptation, pour la mise à disposition de foncier. Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs dans les activités qu'on mène tous à différents espaces, différents niveaux, mais c'est de se dire qu'on est sur des transformations où il faut que tout le monde intervienne, parce que sinon le risque, c'est qu'il y ait des gagnants, des perdants. On le voit déjà par exemple sur l'économie de la fonctionnalité. Pareil, on est sur des transformations de modèles qui font que c'est pas si simple. Nous, on avait travaillé sur la pompe à chaleur. Pour l'instant, le modèle, c'est le constructeur de pompe à chaleur, il construit un maximum, l'installateur, il en installe un maximum, le réparateur, il en répare un maximum. Économie de la fonctionnalité, je vends une solution chaud-froid. Constructeur, il va s'en sortir, tout va bien, il va en vendre moins, mais être sur une chaîne un peu plus longue. Par contre, quand on avait présenté ça aux installateurs et aux réparateurs, on leur explique que soit ils sont harakiri, soit ils sont uberisés, il y avait un tout petit peu moins d'enthousiasme. Et c'est là qu'on voit que sur, encore une fois, des projets qui sur le papier, tout le monde est pour, enfin, l'usage plutôt que la propriété, évidemment, ça a beaucoup de sens, mais ce que ça implique comme transformation, pas tant d'ailleurs du côté du consommateur, mais de l'ensemble de chaîne de la valeur, si on veut avoir des équilibres et qu'il n'y ait pas les plus faibles de la chaîne qui se fassent dégommer au profit de ceux qui peuvent tenir le modèle, effectivement, il va falloir de la réglementation et des mécanismes correctifs. Et des mécanismes de réallocation qui ne seront pas... Et aussi, alors sur l'allocation de la ressource, bon, on le voit très bien sur l'eau, mais on va l'avoir sur d'autres choses. C'est qui va avoir l'eau? Est-ce que c'est ceux qui peuvent payer le plus? Auquel cas, on n'est pas sûr de gagner par rapport à d'autres. Et bon, j'imagine qu'on va quand même se débrouiller pour qu'on puisse continuer à s'hydrater, mais il va quand même y avoir des vraies complexités. Et là, pareil, les mécanismes d'affectation, là où il y a des conflits d'usage, pour déterminer ce qui est principal, etc., dans des cadres de ressources finies, pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on sache complètement faire. Et il y aura effectivement la place de la réglementation au niveau national ou local, d'ailleurs. Ça marche. Marc, le mot de la fin. Oui. Merci. Je voulais juste compléter un petit peu parce que je crois que moi j'ai une approche plutôt du marché et de la valeur, puisque la matière première, on est vraiment sur des échanges qui sont liés à un marché. Et je pense qu'effectivement, il y a les moyens. Vous parliez des réparateurs en plein centre de Paris. Et ben forcément, ça va coûter beaucoup trop cher si on fait venir... si on installe des entreprises dans le centre de Paris. Alors moi j'ai un autre exemple, c'est au début des années 2000, les prix des décharges étaient pas chers, ça coûtait 60-80 € la tonne pour mettre dans une décharge. Et quand je suis allé au Brésil également, là-bas c'était 25 € la tonne. Et à ce tarif-là, l'action de recycler les déchets, de les trier pour en extraire et préparer les matières premières n'est pas rentable. Et donc je me suis beaucoup battu à différentes occasions, au Grenelle, et puis après par la suite dans la loi de transition énergétique, pour augmenter le coût de la mise en décharge. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 180-200 € la tonne. Et avec cette valeur-là, ça permet de déployer des investissements, du personnel pour faire le tri des déchets et la préparation des matières premières. Et donc, je voulais juste signaler qu'il y avait donc une question d'équilibre entre les prix de marché, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on achète une machine neuve parce que de faire venir un réparateur, ça coûte 500 €, et d'acheter une machine, ça coûte 300 €. Donc, on va acheter une machine neuve. Enfin, je caricature évidemment, hein. Mais je pense que ce niveau des prix et du marché, ce sont des choses qui sont importantes à regarder également. Très bien. Merci, le timing parle. Je vous propose de terminer cette table. Merci beaucoup. L'occasion de remercier aussi pour moi Soltena, Estelle Régnier dans la salle, et puis le club des ETI aussi qui représentait Marc Pénat, et puis nos partenaires. Kedge aussi a un stand sur le salon de demain. Merci Jean-Charles, merci Emmanuel.